Donc ce soir, nous allons voir donc les accidents de décompression pour le cours niveau 4. Donc, au niveau du plan, donc introduction, on va voir les rappels, les échanges gazeux en plongée, le mécanisme, puisque ça c'est un point important pour les niveaux 4, et que vous compreniez bien les mécanismes au niveau des ADD. Vous avez déjà vu les ADD au niveau 3, là on va rentrer plus dans les mécanismes. Donc l'impact des bulles dans l'organisme, qu'est-ce que ça fait? Les différents types d'ADD. Alors bien sûr, les causes et les facteurs favorisants, parce que ça va vous servir tous les jours, même si ça va être un rappel de vos cours de niveau 3. Les symptômes, pareil, on va peut-être aller un peu plus en détail. Les conduites à tenir, en fait, s'il y a un problème. Hein. Et puis quelques informations sur les statistiques, la prévention, et enfin la conclusion. Donc, au niveau des ADD, donc en fait, c'est toujours pareil, on repart donc de la base, c'est les variations de pression que vous allez subir en plongée, en descendant et en remontant, qui vont faire que vous allez avoir une charge d'azote qui va s'accumuler lors de la descente à la plongée. Et donc cette charge d'azote va devoir donc ressortir lors de la remontée. Et si ça ne se fait pas bien, ou si c'est mal éliminé, c'est là qu'on risque l'ADD. Donc globalement, jusqu'à 20 mètres, on n'a pas trop de soucis, c'est plutôt après que ça commence. Hein, donc dans le cours, hein, je passe vite fait, on prend toujours dans les calculs 80-20. À l'examen, c'est souvent ça, même si, bon, des fois il précise, si c'est pas ça. Hein. Donc la loi de Mariotte, hein, que vous connaissez, je passe dessus. Donc la loi d'Henry, qui est donc la loi qui est aussi très importante pour donc les ADD. D'accord? Donc je vous la rappelle, le gaz contenu dans un liquide est proportionnel à la pression que ce gaz exerce au-dessus de ce liquide. Hein. Et vous avez donc un certain nombre de facteurs qui vont faire que la dissolution peut être modifiée. Hein, par exemple, la nature des gaz et du liquide, la température, s'il y a de l'agitation, si la surface d'échange est très grande, ça va passer plus vite. Donc tout ça, vous connaissez. Évidemment aussi, bon, plus la pression est grande et plus la durée est longue, plus le gaz va rentrer dans le liquide. Un petit rappel sur la dissolution et les états de saturation. Donc ce qu'on appelle la saturation, c'est quand il y a autant de gaz qui rentre que de gaz qui sort. Donc c'est un état d'équilibre. L'état de sous-saturation, ça va être que la pression dans le liquide est inférieure à celle du gaz, et donc le gaz va avoir tendance à rentrer dans ce liquide. Donc sursaturation, ça va être l'inverse. Vous allez avoir une pression du gaz au-dessus du liquide qui est plus faible que celle du gaz, et donc que celle du liquide, pardon. Et donc le gaz qui est contenu dans le liquide va avoir tendance à sortir. Et enfin, le dernier point très important pour nous, c'est la sursaturation critique, où là, ça va être le gaz va sortir de liquide, mais de façon anarchique. Et c'est là, justement, où ça se passe pas très bien, quand on a ça en plongée. Et bon, comme exemple, vous avez la bouteille de champagne que vous ouvrez, vous avez la bouteille de Perrier. Pareil, vous voyez que tant que la bouteille de Perrier est fermée, vous ne voyez pas de bulles, et la bouteille est toute dure. Quand vous ouvrez la bouteille, hop, vous voyez les bulles qui commencent à s'échapper et la bouteille qui ramollit parce qu'en fait, donc, il y avait plus de pression au-dessus du liquide. Alors, les échanges gazeux en plongée. Nous, le liquide, qu'est-ce que ça va être dans le corps humain? Ça va être les tissus et ça va être le sang. C'est les tissus du corps humain. Au niveau des échanges gazeux, il y en a de deux types. Ça s'appelle l'hématose. Et donc, comme vous savez, les gaz diffusent toujours de la pression partielle la plus haute vers la pression partielle la plus faible. À la descente, ça veut dire que vous allez avoir une pression d'azote qui va être plus élevée dans les alvéoles et donc ça va passer dans le sang. Et de même, la pression va être plus élevée dans le sang et donc va passer dans les tissus, donc vers les cellules. À la remontée, vous avez le phénomène exactement inverse puisque là, vos tissus se sont chargés pendant la plongée. Comme vous remontez, vous avez donc une pression qui est plus faible au niveau des alvéoles, donc ça passe du sang vers les alvéoles. Et juste avant, ça s'est passé des tissus
des cellules, donc des tissus et des cellules, vers le sang. Bon, là, vous ne découvrez pas, hein, je pense que c'est ce que vous avez déjà vu au niveau 3. Donc, au niveau des capillaires, où là, il va de nouveau avoir un échange avec les cellules et les tissus, puisque vous commencez votre plongée et les tissus ne sont pas chargés. Donc, la pression est plus élevée dans le sang, et donc passe dans les tissus. Alors, à la remontée, c'est l'inverse. Tout le temps de votre plongée, vous avez les tissus qui sont chargés. Donc, quand vous remontez, vous avez une baisse de pression au niveau des alvéoles. C'est direct, là. Dès que vous remontez, vous avez une baisse. Le sang, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, comme les tissus sont chargés, le N2 va passer dans le sang. Il va remonter jusqu'au niveau des alvéoles. Et là, dans les alvéoles, le N2, qui est en concentration plus élevée au niveau du sang, va passer dans les alvéoles. Et donc va de nouveau diminuer. Et voilà. Alors globalement, vous remarquez aussi dans les échanges gazeux que l'oxygène, lui, que ce soit à la descente comme à la remontée, comme il est consommé donc, par le corps humain, la pression est plus faible que celle qui est dans les alvéoles, donc l'oxygène va tout le temps passer dans le sang. Hein, il va arriver dans le sang, et là au niveau donc, des capillaires, il va passer dans les tissus puisque les tissus le consomment, donc la pression est plus faible dans les tissus, et là il va avoir le métabolisme normal qui va donc générer du CO2. Et pareil, que ce soit la montée à la descente, le CO2 est généré par le métabolisme du corps humain et donc va être éliminé par le sang. Puisqu'il est plus élevé dans le tissu donc, que dans le sang, donc il passe dans le sang jusque dans les alvéoles où là il est éliminé. Voilà. D'accord? Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions en direct. Hein. Je répondrai. Autre endroit où il y a des échanges gazeux, c'est la diffusion à travers la peau. Et ça concerne principalement les gens qui sont en vêtements étanches, puisqu'il y a une fine couche d'air entre la combinaison et puis donc, le corps humain. Et cette couche d'air, la pression varie directement avec la profondeur. Donc vous avez à la descente un peu d'azote qui peut passer et qui s'échanger directement à travers la peau. Et donc rentrer sous la peau. Inversement, quand vous allez remonter, l'azote va faire le chemin inverse. Ce qui peut expliquer pourquoi, par exemple, des fois il y a des puces et des gens qui ont des puces ou des moutons au niveau principalement au niveau des vêtements étanches. Alors, un rappel sur le mécanisme. Donc vous avez déjà vu en anatomie, donc la petite circulation qui est là. Hein, et la grande circulation qui se trouve ici, donc avec donc les capillaires, et la seconde partie de la grande circulation elle est là, donc avec le cerveau. Donc, à la descente, comme la pression augmente, quand vous descendez, le taux donc comme je vous ai expliqué, le sang donc, se charge en N2, donc ça passe au niveau du cœur, ici. Donc ça vient dans les oreillettes, dans les valvules, et ensuite, donc c'est distribué vers les tissus jusqu'aux capillaires, et c'est là qu'il y a l'échange, donc de nouveau, de l'azote donc du contenu dans le sang vers les tissus. D'accord? À la remontée, je vais parler directement de la remontée. Vous avez donc votre tissu qui s'est chargé, qui est plus chargé que le sang, et donc l'azote passe au niveau des capillaires, toujours dans le sang bleu ici, arrive donc au niveau de l'oreillette, ventricule, et puis en plus, et ensuite derrière vient vers donc les poumons à travers la petite circulation. Et là, comme dans les alvéoles, comme je viens de vous expliquer, comme la pression est plus faible puisque vous remontez, pression de N2, et vous avez de nouveau l'azote qui repasse donc dans l'air des alvéoles et vous éliminez l'azote. D'accord ? Donc, quand vous remontez, hein, vous avez, ici, quand vous remontez, vous avez des microbules qui se forment, puisque vous avez une pression d'azote là qui vient des tissus, et comme vous continuez à remonter, il se passe un peu comme là, dans la bouteille de champagne, vous avez des petites bulles, qui circulent. Donc, tant que vous contrôlez votre vitesse,
ces petites bulles vont pas être, donc être en trop gros nombre, et donc les poumons vont jouer leur rôle pour donc éliminer l'azote et filtrer, enlever ces petites bulles. Et jusque-là, on va dire que c'est la décompression normale. Alors, quand est-ce qu'on va avoir maintenant des bulles pathogènes? Si vous imaginez bien que si vous remontez très vite, d'accord, vous, à ce moment-là, vous allez, comme il y a un certain temps qui se passe au niveau de la circulation, vous allez, le nombre de bulles va augmenter et vous risquez d'avoir du mal à éliminer ces bulles au niveau des poumons. Parce qu'il va y avoir trop de bulles qui vont arriver et ce qu'on appelle le filtre pulmonaire va être dépassé et ne va pas réussir à enlever toutes les bulles d'azote, tout l'azote qui arrive au niveau des capillaires des alvéoles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça sature. Et donc, une partie de l'azote, ici, une partie de l'azote va pas... Alors, je trouve la souris, voilà. Une partie de l'azote, ici, va pas être éliminée par le filtre et donc, et va repasser dans la circulation, ici, à travers les veines pulmonaires. Ça va repasser dans le côté artériel. Et c'est là que commence le début des problèmes. Voilà. C'est bien clair au niveau du mécanisme? Pas de questions? Donc je continue. Alors, ces bulles pathogènes dans le sang, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, comme elles repassent du côté artériel et que vous remontez, eh ben, elles vont continuer à grossir. Et elles vont aller donc des artères vers les artérioles et vers les capillaires qui ont des diamètres de plus en plus petits. Donc à un moment donné, ça veut dire que vous avez vos bulles, comme vous remontez, qui n'ont pas réussi à être éliminées par les poumons, donc qui passent du côté artériel, qui grossissent parce que vous remontez, et qui vont vers donc des artères qui sont de plus en plus petites. Et donc ça va coincer. Vous allez avoir, vous pouvez avoir en fait, ce qu'on appelle des ischémies, c'est-à-dire que à certains endroits, la bulle d'air vient boucher le vaisseau capillaire qui arrête en fait l'irrigation des capillaires. Et donc du coup, vous avez un manque d'O2 qui arrive, manque d'O2 au niveau des tissus. Et c'est le début des problèmes. Donc cet ADD aussi n'est pas forcément limité au niveau des tissus sanguins et des capillaires des tissus sanguins. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, des bulles qui se créent directement dans les tissus, par exemple, au niveau... vous pouvez avoir une bulle... Il faut que je retrouve voilà, une bulle qui vient comprimer un vaisseau. Hein, ce que je vous expliquais là, juste avant, c'était le manchon qui vient bloquer un vaisseau, ou la bulle ici qui vient grossir. Vous pouvez avoir la compression d'un vaisseau, donc ça c'est plutôt une bulle qui se crée dans le tissu, pas dans le tissu sanguin. Vous pouvez aussi avoir au niveau des articulations. Vous pouvez avoir aussi des bulles qui viennent dans les tissus comprimer un nerf. Donc vous avez plusieurs cas. Donc, alors le FOP, foramen ovale perméable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Normalement, oui. Au niveau 3, ça a dû être évoqué. Et en fait, c'est un facteur favorisant. Donc, qu'est-ce que c'est un FOP exactement? En fait, vous avez, lorsque l'embryon est dans le corps de la mère, vous avez en fait l'embryon ne respire pas. Donc, les poumons ne sont pas utilisés. Et donc, du coup, il n'y a pas de circulation sanguine à travers les poumons. Donc la petite circulation est en fait shuntée et le sang passe directement du cœur droit au cœur gauche par l'intermédiaire donc de ce petit trou qu'on appelle le FOP. À la naissance, ce FOP se referme parce que donc il y a inversion des pressions au niveau du cœur et donc passe à ce moment-là par la petite circulation. Simplement, ce petit trou-là
n'est pas totalement étanche. Et pour un certain nombre de personnes dans la population, typiquement 25-30, vous pouvez encore avoir des fuites à travers ce trou. Et comme je vous ai dit, ce trou permet en fait de shunter la petite circulation. Ça veut dire qu'il y a une partie du sang qui ne passe pas à travers les poumons. Et donc qui n'est pas filtré au niveau des poumons. Et c'est ce qui pose problème. Alors, ce FOP-là peut en fait s'ouvrir si vous avez une pression thoracique, si vous créez une pression thoracique. C'est là où vous avez un changement de pression au niveau du cœur et donc vous pouvez à ce moment-là forcer l'ouverture de ce FOP. Typiquement, c'est quand vous toussez, quand vous forcez, par exemple avec un Valsalva, quand vous bloquez la respiration. Donc, bon, le FOP, a priori, ça pose pas de problème dans la vie courante. Hein. En plongée, non plus. C'est pas parce qu'on a un FOP qu'on va faire des ADD. C'est simplement un facteur favorisant. Donc, il n'y a pas de recherche systématique du FOP. Simplement, s'il y a un cas d'accident, des fois, effectivement, là, on fait une recherche. Mais s'il n'y a pas d'accident, on ne fait pas de recherche du FOP. Et comme vous voyez, il y avait 25 à 30% de la population qui a ça. Il n'y a pas 25 à 30% de gens qui font des ADD. Autre shunt qui est important de connaître aussi, c'est le shunt pulmonaire. Donc ça correspond à quoi? C'est qu'au niveau des alvéoles, tout n'est pas parfait et vous pouvez avoir plusieurs cas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des alvéoles qui ne sont pas bien ventilées. Et donc du coup, si ça ne sont pas bien ventilées, et ben, au niveau des capillaires, ben, le sang, il n'y a pas d'échange. Et donc, ça passe direct, le sang azoté, ben, comme il n'y a pas d'échange gazeux, passe directement dans la circulation artérielle, à travers la veine pulmonaire d'abord. Et puis vous avez aussi passage par les dérivations au niveau des capillaires. C'est-à-dire que vous avez une dérivation qui fait que, pareil, au niveau du capillaire, ça peut passer directement sans être ventilé. Donc pas d'échange de nouveau. Ouais, donc pareil, hein, tout le monde a ses petits défauts. C'est assez plus ou moins, on va dire. Donc les fumeurs plus que d'autres, puisque là, la fumée détériore un petit peu donc tout ce qui est alvéole, comme vous savez. Et c'est pas non plus parce qu'on a des shunts pulmonaires qu'on va faire un ADD. Hein, c'est un facteur favorisant. Donc le shunt pulmonaire, par contre, ça ne peut pas s'opérer, ce qui n'est pas vrai pour le FOP. Le FOP, on peut faire des opérations pour bien le fermer. Alors, oui, bon, au niveau du stockage d'azote, donc là c'est un peu des évidences. La quantité d'azote dissous dans l'organisme dépend principalement de la profondeur et du temps de plongée. Ça veut dire quoi? C'est que plus vous plongez profond, plus vous restez longtemps, et ben plus vous allez être chargé, donc plus le risque d'ADD est grand. Ça c'est le phénomène de base. Hein. Et après, donc cette dissolution elle peut être influencée par un certain nombre de facteurs comme l'agitation, si vous palmez beaucoup, donc ce genre de choses. Je passe. Alors l'azote aussi va stocker plus ou moins suivant le type de tissu. Dans les tissus donc à queue, à base d'eau, on va moins stocker d'azote que dans les tissus qui sont lipidiques, donc plutôt les tissus à base de graisse. Où là, l'azote va être stocké jusqu'à 5 fois plus. Et comme vous savez, dans les tissus lipidiques, on trouve tout le système nerveux. Tout le système nerveux, vous avez aussi l'oreille, parce qu'avec les liquides labyrinthiques, c'est plutôt du liquide assez gras. Donc, avec une tendance à stocker un peu plus. Alors, maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe quand vous avez des bulles, donc l'impact des bulles dans l'organisme, et comment l'organisme va se défendre en voyant ces bulles. Donc,
petite définition déjà. En fait, la défense de l'organisme, c'est lorsque la bulle. En fait, quand il y a défense de l'organisme, en fait, c'est là que la bulle devient pathogène. Et donc, à partir de là, on va parler de maladie de décompression. Parce qu'il y a réaction du corps humain. Et le corps humain va réagir en. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette bulle et il voit ça comme un corps étranger. C'est un peu comme une blessure. Donc, une blessure, vous avez une blessure au niveau de la peau, vous voyez, ben, il y a l'air qui va en fait créer tout un mécanisme. Ben là, c'est pareil, sauf que l'air est à l'intérieur du corps. Et donc, on va avoir, comme une blessure, la constitution d'un caillot pour en fait, parce que c'est le mécanisme de défense. Donc ça, c'est au niveau du sang. Donc vous pouvez avoir ischémie aval ou ischémie amont, ce qui veut dire que là, il y a arrêt d'apport principalement de la circulation sanguine et d'oxygène, soit sur les tissus amont, soit sur les tissus aval. Voilà. Donc vous avez plusieurs phases dans ce mécanisme de réaction de l'organisme. Vous avez d'abord une phase de constitution des bulles, hein, et donc ce qui veut dire, par exemple, si vous remontez très rapidement et que vous replongez assez vite, le corps humain ne va pas réagir réagir suffisamment vite pour lancer l'ensemble du processus. Et c'est pour ça que cette première phase elle est réversible. Et c'est pour ça qu'on a mis au point, on utilise cette phase, si jamais vous êtes remonté trop vite, pour dire aux gens de redescendre assez vite. Le mécanisme de défense n'a pas eu le temps de s'installer. Ensuite, une fois qu'il s'est installé, c'est-à-dire la phase 2, phase d'organisation, hein, là c'est trop tard. Ça veut dire que si jamais il y a les premiers symptômes qui apparaissent, on ne peut plus redescendre. Parce que là, une fois que la phase d'organisation a commencé, elle va aller jusqu'au bout. La phase est irréversible. Et donc, du coup, il faut tout de suite, ce qui est très important, c'est l'urgence des secours et la mise sous oxygène. Donc ensuite, vous avez les troubles, troisième phase, les troubles généraux, et puis éventuellement, après, une phase de séquelles. Alors, la réaction plaquettaire. Donc ici, vous voyez la bulle ici. Et donc, il va se passer exactement comme si vous avez une blessure. Vous avez les plaquettes qui vont venir voie de l'air, comme si vous avez une blessure. D'accord? Et donc, on va commencer la coagulation. Les plaquettes vont venir autour de cette bulle, et puis, donc, rentrer en contact les unes avec les autres. Voilà, et s'agglutiner donc au niveau de cette bulle. Le sang va devenir aussi plus visqueux, hein, et le caillot va augmenter. Et c'est pour ça que c'est très important donc au niveau de cette phase. C'est pour ça qu'on propose de prendre de l'aspirine et aussi de réhydrater la personne pour un peu contrer cette réaction. D'accord? Pas de questions? C'est clair? Alors, où se trouvent les bulles? Bon, ça c'est pareil, ça c'est plutôt du rappel par rapport à ce que vous avez vu en niveau 3. Hein. Les principaux ADD, hein. On va voir le détail ensuite, c'est bon, l'ADD médulaire, hein, au niveau de la queue de cheval ici. Au niveau de l'oreille interne, et puis au niveau du cerveau. Hein, ce qui va concerner principalement les plongeurs que nous sommes. Voilà, hop. On va attendre que ça apparaisse. Voilà. Ici, vous pouvez avoir, donc, suivant où les bulles sont localisées, vous pouvez avoir donc des monoplégies, hein, hémiplégie. Donc, hémiplégie, c'est la moitié, donc ça va plutôt des lésions au niveau du cerveau. Donc, de la paraplégie.
Donc ça va vous dire un peu où se situe la bulle. Paraplégie, ça va être plutôt donc, au niveau du bas du corps. Donc ça veut dire qu'elle va être, la bulle va se situer plutôt vers là. Et vous avez aussi tétraplégie où là ça va être où la bulle va se situer plutôt vers le haut de la colonne vertébrale. Donc suivant où la bulle, avec les symptômes, vous allez pouvoir un peu déterminer ce qui se passe. Donc l'accident médulaire. Donc c'est un accident assez fréquent en plongée. C'est dû souvent à la succession de plongées entre 20 et 30 mètres, au fait aussi que vous faites des efforts, que vous palmez assez violemment, ce qui fait que donc vous avez donc là où il y a des muscles qui font de l'effort, le métabolisme est accéléré, donc il y a plus de consommation et donc du coup il y a plus de stockage d'azote. Alors c'est quoi l'accident médulaire, hein? C'est un dégazage au niveau dans le bas du dos, au niveau de la moelle épinière. Donc l'accident encéphalique, donc ça c'est au niveau du cerveau. En général, c'est quoi ça? C'est souvent une plongée profonde avec une remontée rapide ou un FOP, pas de respect des plongées, pas de respect des paliers, pardon. Et donc du coup, il y a un excès de bulle qui n'est pas éliminé au niveau des poumons. Donc en général, c'est l'accident très très grave. Et ça peut être aussi associé avec une surpression pulmonaire. Hein, c'est l'accident le plus grave, ça. Donc cochléo-vestibulaire, donc ça c'est au niveau de l'oreille interne. Vous savez que dans l'oreille interne, c'est il y a des circuits labyrinthiques avec des corps gras, stockage, et c'est de la circulation, c'est très petit l'oreille interne, c'est grand comme un ongle là, et donc avec une circulation terminale. Et donc du coup, eh ben, il se peut aussi que vous ayez des bulles qui restent, qui soient pas bien évacuées de l'oreille interne quand vous faites, par exemple, quand vous êtes fatigué ou aussi succession de plongées. Alors, donc les accidents ostéo-articulaires. Donc ça, c'est plutôt, ça concerne pas trop la plongée loisir, c'est plutôt la plongée professionnelle où les gens font des efforts sous l'eau, ne plongent pas forcément très profond, mais font des efforts ils font des plongées qui sont très très longues. Et donc en fait ça va être plutôt des nécroses au niveau des articulations qui vont, en fait il va y avoir un mauvais dégazage au niveau des articulations et ça va créer des nécroses au niveau des articulations. Hein, ça peut être l'épaule, le coude, la hanche, le genou. Bon, ça ne nous concerne pas, faut le savoir. Donc l'accident cutané, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, avec la cause principale, c'est les plongées en vêtements secs, donc combinaison étanche. Peu courant, quand même. Oui, alors si un point important, c'est ça peut précéder un ADD plus grave. Si vous avez rencontré ce cas-là, il faut vous méfier. Ça peut vouloir dire que la décompression se passe mal. C'est pas forcément non plus dû à un problème de vêtements étanches. Notamment des marbrures et des choses comme ça que vous pouvez avoir aussi. Donc, si vous avez ça, attention, ça veut dire que ça doit éveiller votre méfiance. Donc, marbrure. Oui, donc c'est pas un accident en soi, mais je sais pas si vous avez déjà vu ça, des photos de gens qui ont des marbrures. En fait, c'est la peau, elle devient comme du marbre, assez érosée. Et pareil, ça peut précéder un ADD plus grave. Et quand une personne fait ça, il n'y a pas beaucoup de personnes à le faire, mais c'est toujours les mêmes personnes, ce sont des personnes qui peuvent avoir des soucis, quoi. Donc méfiance. Alors, cause des facteurs favorisants. Bon, je ne vais pas passer en détail tous
toutes les causes et les facteurs favorisants. Bon, il y en a certains que vous connaissez, hein. Je les ai classés un peu en ce qu'on peut trouver avant la plongée, pendant la plongée et après la plongée. Avant la plongée, c'est toujours, hein, les fatigues. Est-ce que si vous êtes fatigué, il ne faut pas vous forcer. Si vous êtes aussi, il faut toujours veiller à être bien hydraté. Après, il y a l'hygiène de vie qui joue aussi. Pendant la plongée, profondeur et durée, c'est pas vraiment des facteurs favorisants, c'est plutôt des causes directes. Voilà. Et après la plongée, l'effort et la déshydratation. Donc pensez toujours à s'hydrater. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va passer un peu en revue maintenant les symptômes pour que vous distinguiez. Il faut savoir distinguer en fait par rapport aux symptômes. Ça peut vous être demandé donc, lors de l'examen niveau 4. On va vous donner des symptômes et vous allez devoir en déduire quel type, vous pouvez avoir à déduire quel type d'ADD la personne fait. Donc l'accident médulaire, fatigue intense. Alors ça, c'est pas spécifique souvent, c'est pas spécifique à l'ADD médulaire, hein. C'est un facteur que vous allez retrouver partout. Par contre, ce qui est spécifique à l'accident médulaire, c'est le coup de poignard dans la région lombaire. Donc attention, méfiance, parce que c'est pas forcément dans l'eau que ça survient, ça peut être hors de l'eau. Et puis après, vous pouvez avoir par exemple la personne qui aide les autres plongeurs à remonter sur le bateau, qui tire sur les blocs, puis tout d'un coup, dit, je me suis fait un lumbago en tirant sur les blocs. Ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça. Donc c'est un peu... ça peut être en fait le déclenchement de l'ADD et non pas un lumbago. Donc attention à ce cas-là. L'autre point important, de toute façon, c'est que la personne, si elle a un ADD, elle ne va pas réussir à tenir debout, hein. Un lumbago, normalement, on doit tenir. Donc vous allez avoir, si vous avez un accident médulaire, ce qu'on appelle la paralysie horizontale, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma. L'impossibilité d'uriner, ça arrive un peu plus tard, ça. Pas forcément immédiat. L'accident céphalique. Donc là, c'est toujours pareil, comme je vous ai dit, fatigue intense, mais ça, c'est vrai pour tous les ADD. Sur ce type d'accident, normalement, il s'est passé quelque chose pendant la plongée. Donc, la personne n'est pas seule. Il y a d'autres personnes. Si vous savez que la plongée s'est mal passée et que vous avez une personne là qui, en fait, s'écroule, parce que souvent, ce qu'il va avoir, c'est que la personne va être choquée, et voire même va plus tard même passer dans le coma. Vous allez aussi avoir des troubles de la parole, de l'audition ou de la vision. C'est pas des et, hein, ça peut être ou, hein, suivant la zone du cerveau qui est touchée. Et je vous dis, normalement, sur un accident encéphalique, il s'est passé quelque chose lors de la plongée. Donc, vous avez aussi les collègues qui sont dans la même palanquée, qui n'ont pas forcément donc un ADD, mais qui peuvent vous raconter ce qui s'est passé. Donc l'accident cochléo-vestibulaire, ça va être toujours pareil, fatigue intense, donc, comme j'ai déjà dit. Donc là, vous allez avoir des douleurs, céphalées, vertiges. Et aussi souvent associé à ça, c'est des vomissements. Des nausées et des vomissements. Voilà. Les autres ADD, vous pouvez aussi avoir par exemple des pertes de sensibilité ou des fourmillements au niveau des extrémités. Si ça se passe par exemple, des nerfs sont coincés, vous pouvez avoir par exemple une main qui s'engourdit. Voilà. Des pertes de sensibilité au niveau des mains. Suivant où est placé en fait, où la bulle coince. Donc cutané, si vous avez des puces ou des moutons, en général, les personnes vont se démanger, ça va se voir. Donc voilà. Et les accidents
articulaires, vous pouvez avoir donc dans ces cas-là des douleurs violentes et qui apparaissent pas tout de suite. Ça peut, les douleurs violentes, apparaître plusieurs heures après la plongée, avec éventuellement des blocages articulaires ou des courbatures. Alors que les autres types, en général, c'est quand même relativement proche après la sortie. Donc, pour le niveau 4, conduite à tenir. C'est vrai pour tout le monde, mais on va voir conduite à tenir. En tant que niveau 4, vous pouvez être derrière P5, ce qui veut dire que c'est important que vous connaissiez bien les conduites à tenir. Parce que vous êtes directeur de plongée, le directeur de plongée a quand même beaucoup de responsabilités. Alors, déjà, si vous soupçonnez quelqu'un qui a qui fait un ADD, on ne réimmerge pas la personne. On la laisse en surface. On ne va pas traiter un ADD par faire descendre la personne à une certaine profondeur. Il reste en surface. Donc, si vous êtes dans l'eau, il va falloir, il faut lui venir en aide. Ça veut dire lui gonfler sa stave en surface, maintenir le détendeur en bouche, et puis le ramener au bateau, parce que c'est pas du tout sûr que la personne réussisse à revenir au bateau. Alors, pardon. Donc là, il va falloir tout de suite organiser les secours et puis aussi surveiller les autres membres de la palanquée. Hein, vous pouvez avoir, suivant ce qui s'est passé, si par exemple vous avez une remontée catastrophe, vous pouvez avoir une personne, donc là ça peut être accident type encéphalique, ADD encéphalique, vous pouvez avoir plus qu'une personne qui fait un ADD. Ou qu'une aussi, hein. Vous avez tous les cas de figure. Donc, il faut remonter la personne sur le bateau le plus rapidement possible. Essayez de la mettre à l'aise, l'asseoir. Hein. Vous pouvez lui garder le pantalon parce que ça permet un meilleur retour veineux. Et tout de suite la mettre sous oxygène. Donc, ce qu'on recommande, c'est 15 minutes. Et parce que la priorité, je vous rappelle, c'est les tissus. Vous avez vu ça donc au niveau de l'anatomie-physiologie. Les tissus nerveux ne se régénèrent pas. Donc la priorité, c'est bien de mettre sous oxygène pour réoxygéner les tissus qui ne vont plus être alimentés à cause de l'ADD. Et souvent, ce que vous voyez aussi, c'est que dès que vous mettez une personne sous oxygène, au bout de 2-3 minutes, ça va beaucoup mieux. La personne ne sent plus les symptômes. Par exemple, elle a des fourmillements dans le bras, ou elle ne marche pas, elle a la jambe coincée, vous la mettez sous oxygène, très vite, aussi bien elle va pouvoir remarcher. Mais si vous avez commencé l'oxygène, vous n'avez plus le droit d'enlever. Les secours sont déclenchés et vous devez attendre les secours. Seul un médecin va avoir le droit d'enlever l'oxygène et de décider d'enlever l'oxygène. Vous, ça ne fait pas partie de vos prérogatives. Vous détectez, vous pensez qu'il y a un ADD, vous mettez sous oxygène et puis vous déclenchez les secours. Donc ensuite, une fois que vous avez mis sous oxygène, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez proposer de l'aspirine. Donc ça, c'est si la personne est consciente, hein, sinon vous ne faites pas. Et pareil, pour boire de l'eau, c'est pareil. Vous pouvez aussi proposer de l'eau pour essayer de faire boire la personne pour qu'elle se réhydrate. Parce qu'après la plongée, on s'est déshydraté pendant la plongée. Donc c'est pareil, faire boire de l'eau, si la personne est inconsciente, non. Vous ne faites pas boire de l'eau à une personne inconsciente. Hein. Et puis ensuite, vous allez pouvoir essayer de rassurer la personne, lui poser des questions pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé, voir son état, et puis préparer éventuellement la fiche d'évacuation. Et puis, alerter les secours à l'eau crosse, normalement ça a dû être fait. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez un accident, si vous êtes seul, vous procédez par ordre d'importance pour traiter la personne. Mais s'il y a d'autres personnes, il faut se partager les rôles. Statistiques. Alors ça, je vous donne ça un peu, c'est juste pour vous fixer les idées. Je ne me rappelle plus trop où j'ai vu ces statistiques, mais c'est un peu pour avoir un ordre d'idée. C'est pas à prendre à la lettre.
Euh, mais ce qui est important de savoir, c'est que en général, dans l'heure, on a la plupart des ADD sont déclenchés. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas déclencher après, hein. Mais vous voyez, normalement, 50% des ADD se sont déclenchés dans la demi-heure après la plongée, après la sortie de plongée. Évidemment, en général, c'est plus ça se déclenche tard, moins c'est grave. C'est-à-dire que la personne qui a son ADD au palier, donc dans l'eau, sûrement ça sera bien plus grave que celle qui va faire un ADD plus tard. Par contre, vous pouvez avoir, par exemple, des accidents donc au niveau de l'oreille interne, vestibulaire, là, qui peuvent se déclarer, pardon, plusieurs heures après la plongée, hein. Ça ne se sent pas bien. Donc accidents médulaires ou cochléo-vestibulaires sont les principaux, hein. Alors, en général, bon, j'ai vu d'autres chiffres qui disaient que c'est à peu près pareil maintenant. Voire des fois, accident cochléo-vestibulaire un peu supérieur au médulaire. Mais bon, c'est l'ordre de grandeur, c'est autour de 30%. Donc encéphalique, ça, en général, la plongée s'est mal passée, hein. Comme j'ai déjà dit, ostéo-articulaire, c'est professionnel plutôt. Peu de risque pour la plongée loisir. Oui, alors ici, type de plongée, toujours dans les stats. Ce qui est important de savoir, le chiffre important là, c'est les 60%. Ici. Comme vous voyez, il y a beaucoup, donc la plupart des ADD se passent sur des plongées où il n'y a pas d'erreur de procédure. C'est pas parce que vous avez respecté les paliers, les temps de vie, les vitesses de remontée, etc., que vous n'avez pas fait un ADD. Il y a même plus d'ADD sur des plongées où tout est respecté que sur des plongées où il y a eu donc des procédures qui n'ont pas été respectées. Donc pour les moniteurs, les plongées techniques, qui représentent aussi. Bon, alors maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que dans ces chiffres, il faudrait calculer aussi avec le nombre total de plongées, ce qui n'est pas évident. Mais bon, ceci dit, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de plongées d'exploration, hein. Alors, prévention. Donc, passe le niveau 4 aussi. Donc, alors, avant la plongée, ce qui est important dans la prévention, c'est planifier votre plongée. C'est-à-dire que il faut vous mettre d'accord sur ce que vous allez faire avant. Et pas, ça ne doit pas être de la découverte au fond où donc si vous décidez de faire une plongée profonde, par exemple, vous allez vous mettre d'accord, on va faire une plongée par exemple à 45 mètres et on va dire on va rester maximum 10 minutes ou on fera maximum, on va remonter, on va pas décider de faire plus de 10 minutes de palier. Donc c'est très important de discuter, de se mettre d'accord avant, avant de plonger. Vous devez la planifier, votre plongée. Et puis après, bon, il y avait l'autre paramètre important aussi, c'est donc de s'hydrater correctement, que ça est très important comme paramètre. Pendant la plongée, ben, vous respectez toutes les procédures, hein. Ça c'est l'évidence. Vous faites aussi toujours attention à tout ce qui est courant, gestion de la consommation, parce qu'il y a beaucoup d'ADD qui sont dus à des pannes d'air. Donc en fait, panne d'air, les gens remontent et donc ADD. Palier de sécurité. Alors palier de sécurité, juste un petit mot là-dessus. Ça sert à rien de faire un palier de sécurité si vous dérivez dans le courant et que c'est pour faire 500 mètres ou 1000 mètres caplés derrière. C'est plutôt contre-productif dans ce cas-là. Donc le palier de sécurité, si vous savez où vous êtes, que vous êtes donc dans des bonnes conditions, oui, là vous pouvez le faire. Mais attention, palier de sécurité contre-productif. Donc après la plongée, ben, c'est surveiller, pas d'effort, boire de l'eau.
Et puis après, lorsque vous connaissez aussi, donc c'est pas d'apnée, pas d'avion dans les heures qui suivent. Hein. Pas de montagne, puisque vous remontez aussi, c'est pareil. Hein. C'est comme l'avion. Bon, les profils à risque. Donc on a les plongées yo-yo. Hein. Donc c'est pour ça que pour les moniteurs, si vous faites du plongée yo-yo, il faut les faire en début de plongée et non pas à la fin. Parce qu'il faut le faire quand vous n'êtes pas chargé, parce que là, si vous n'êtes pas chargé, forcément vous aurez moins de bulles lors des remontées. Il ne faut pas s'amuser à faire des plongées yo-yo en fin de plongée. Voilà. Donc il faut éviter les intervalles courts en surface. Hein. Bon, vous avez des ordinateurs qui n'apprécient pas quand vous faites ça, les Suunto entre autres. Si vous faites des intervalles courts, ils vont vous générer beaucoup de paliers. Voilà. Donc je pense que vous avez déjà vu ça au niveau du niveau 3. Alors, un ordinateur pour deux. Ça c'est pareil, il faut mieux éviter. Maintenant, c'est un risque avant. Maintenant, si on respecte la réglementation, c'est plus faisable, puisque après 20 mètres, tout le monde doit avoir un moyen de décompression personnel. Donc, ce qu'il faut favoriser, inversement, ça va être un intervalle de 3-4 heures minimum. Hein. Et puis, respecter. Donc, respecter en fait tous les protocoles de décompression. Hein. Pas de valsalva à la remontée, pas d'effort. Une gestion correcte de l'air, de manière à ne pas tomber en panne d'air à vos paliers. Voilà. Et puis l'autre point aussi, on a déjà parlé de ça aussi, c'est fatigue, stress, anxiété. Si vous ne vous sentez pas bien, vaut mieux renoncer à plonger. Hein, c'est pour ça qu'on ne force jamais quelqu'un. Si une personne vous dit « Oh, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de plonger, non, je me sens pas », surtout, n'insistez pas. Si vous êtes le guide de Palanquet, vous voulez l'amener, la personne vous dit ça, vous dites « Ok, tant pis, vaut mieux que tu ne plonges pas ». Mais vous ne l'amenez pas. Donc là, vous allez devenir guide de Palanquet. Donc ça va être important. C'est vous qui allez être responsable en fait de la gestion de la plongée sous l'eau. Vous allez, si vous amenez des gens, donc des niveaux 1, ça ne concerne pas trop, mais des niveaux 2 en particulier, qui peuvent descendre à 40 avec vous. Donc là, le risque d'ADD est pas négligeable. Enfin, c'est possible. Il va falloir que vous suiviez les consignes du DP. Si le DP aujourd'hui, par exemple, limite à 30 mètres, parce qu'il a une raison de limiter à 30 mètres, vous devez respecter, ces consignes. Bon. Alors, planifier les plongées. Donc, alors, je vous donne un peu des exemples là. Hein. Si des successives, on commence par la plus profonde. Hein. Bon, c'est pas toujours faisable parce que vous n'êtes pas non plus. Si vous dépendez d'un bateau, il peut vous amener sur une moins profonde le matin et une plus l'après-midi. Hein. Mais c'est des conseils à avoir en tête. Donc, quand vous pouvez gérer. Bon, j'ai conscience que c'est pas toujours faisable. En cas de plongée profonde aussi. Donc vous devez vous mettre d'accord avec les gens et préciser c'est quoi pour vous la réserve. C'est pas forcément 50 bars. Si vous avez plongée profonde et que vous avez des paliers, vous pouvez décider de faire donc une réserve à 70 bars ou à 80 bars, voire même à 100 bars si vous allez plus profond. À vous de décider. C'est à vous de gérer. Alors, plonger dans la courbe de sécurité. Donc ça peut être important parce que des fois, les conditions extérieures ne vont pas vous permettre de faire des paliers dans des bonnes conditions. La houle, du courant, ou des personnes pas forcément expérimentées. Vous n'allez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas, faire un quart d'heure ou 20 minutes de palier. Si vous ne les connaissez pas, ça peut être problématique.
Donc, et des personnes stressées, pareil. Donc dans ces cas-là, il faudra, en tant que guide de palanquée, plutôt privilégier des plongées dans la courbe de sécurité où vous allez pouvoir sortir rapidement. Alors pas les sécurités uniquement quand il peut se faire dans les bonnes conditions, j'en ai parlé, j'ai donné des exemples tout à l'heure. Et donner évidemment des consignes claires à la palanquée. Donc bien s'hydrater, j'insiste sur ce point, parce que c'est capital. Il y a beaucoup, donc dans les ADD hors erreur de procédure, hein, je précise bien, et ben, il y a tout le temps un problème de déshydratation constaté par les médecins. Et pour ça, alors ce que vous pouvez faire pour vous tester, c'est que normalement, après une plongée, si vous êtes correctement hydraté, vous devez avoir envie d'uriner à la sortie de la plongée, à cause de la diurèse d'immersion, voire celle du froid, qui vient s'ajouter. Et donc, ben, un petit test, hein, si vos urines ne sont pas claires ou sentent après la plongée, c'est qu'il y a des chances que vous n'étiez pas suffisamment hydraté. Ça peut vous donner... ça vous donne un moyen de le savoir. Alors poser des questions avant pour ne pas le regretter, c'est par exemple, si vous prenez des gens que vous ne connaissez pas, il vaut mieux vous renseigner sur ce qu'ils ont fait avant qu'après. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est un exemple. Ouais, alors, contre la propriété des mano, bah, oui, j'en ai parlé, hein, panne d'air. Hein. Il y a beaucoup d'ADD consécutifs à une panne d'air. Respect des procédures de décompression, bon, ça c'est une évidence pour vous. Mais juste les rappels, le cours, bon, je passe un peu vite, mais je vous ai mis les transparents, c'est un peu plus complet sur les transparents. Si vous avez des questions, bon, c'est pareil, tiens, j'aurais pu supprimer ça. Attention, quand un ordinateur pour la palanquée, c'est plus possible ça. Et bon, mon cours, il devait être fait avant le changement de législation. Après, bon, bah, il y a les comportements du guide du palanquet. Bah, c'est vous qui êtes responsable de comment se passe la plongée sous l'eau. Le DP est responsable d'organiser la plongée. Il vous donne les consignes. Maintenant, comment ça se passe sous l'eau? Si ça se passe mal, c'est vraiment le guide de palanquet qui gère. Donc c'est à vous d'adapter la plongée aux conditions que vous rencontrez sous l'eau, qui peuvent ne pas être correctement appréciées par le DP, puisqu'il n'est pas allé sous l'eau. Donc c'est à vous justement de gérer cette partie-là. Hein, si vous rencontrez des choses qui n'étaient pas prévues, ben il ne faut pas se surestimer. Bon, en autonomie, vous avez la même chose. Donc, conclusion de ce cours. Bon, globalement, il n'y a pas quand même beaucoup d'ADD, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Et si vous appliquez correctement les consignes, ben, si vous êtes en forme, si vous respectez donc tout ce qui est préconisé au niveau de la décompression, au niveau des plongées successives, normalement, ça doit bien se passer. Hein.